Alors, le monde contemporain se veut habité par la transparence, sous prétexte que tout un chacun doit savoir ce que fait l'autre, que ce soit le monde politique ou la télé-réalité, qui montre jusqu'à l'obscénité ce que fait chacun, ce que pense chacun, comment il vit, comment il cohabite avec ses congénères, jusqu'où il est prêt à aller pour dorer son blason et paraître plus puissant que l'autre. Cette surenchère entraîne des dérives dont beaucoup se délectent. La jouissance en jeu apporte des satisfactions car elle permet au voyeur de projeter sur l'autre ce qu'il ne veut pas voir chez lui. Cette notion de transparence, renforcée par l'argent et la technologie, paraît être l'ultime refuge d'une démocratie qui aurait perdu ses rêves et tend à réaliser ce que Jacques Rancière nomme la haine de la démocratie. Je vais me référer tout d'abord à un livre de Jean Starobinski qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle. Celui-ci montre que dans un temps éloigné du nôtre, Jean-Jacques Rousseau cherche à être le plus transparent possible et n'a trouvé en retour que l'incompréhension de ses contemporains. Donc je cite Starobinski. Un espace limpide où la transparence de l'âme s'ouvre sur la transparence de l'air, c'est là tout ce que Rousseau désire. La nouvelle Héloïse, dans son ensemble, nous apparaît comme un rêve éveillé, où Rousseau cède à l'appel imaginaire de la limpidité qu'il ne trouve plus dans le monde réel et dans la société des hommes. Mais cette transparence absolue se produit en vain. Dans Correspondance générale, Rousseau écrit « Je veux que tout le monde lise dans mon cœur. Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur, et pour cela, je cherche à le lui montrer sous tous les points de vue, à l'éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu'il ne se passe pas un mouvement qu'il n'aperçoive, afin qu'il puisse juger par lui-même du principe qui les produit. En retour, cette transparence intérieure reçoit du dehors une fin de non-recevoir. Pire encore, on le prend pour ce qu'il n'est pas. Ainsi, appeler si intensément la transparence, c'est vouer l'être au mouvement infatigable vers l'impossible non-mouvement. Ça n'est qu'avec les rêveries que le suspens du temps lui permet d'approcher le bonheur fixé dans l'image écrite du bonheur. Le thème de cette journée, qui met en relation transparence et secret, laisse à penser que si certains sont prêts à exposer leur intimité, une frontière permet de se tenir hors de la puissance de l'autre que nous pouvons écrire avec un grand A. Car si, comme le dit Lacan, le sujet est objectivé par l'adversaire, le voilà pris dans l'impasse que comporte toute intersubjectivité purement duelle, celle d'être sans recours devant un autre absolu. Car c'est bien d'une frontière qu'il s'agit, mais d'une frontière invisible qui fait limite au désir de l'autre. Bien sûr, c'est une frontière inconsciente où nous pouvons dire que se délimite le lieu le plus subjectif du sujet, sujet entendu comme sujet de l'inconscient, qui, comme l'énonce Lacan, est représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant. Pour les psychanalystes que nous sommes, il est clair que ce terme de sujet doit être employé avec précaution, sous peine d'exercer des glissements préjudiciables à l'art de la psychanalyse. Ainsi, en 1960, bien que n'ayant très peu parlé du terme de transparence, Lacan dit cette phrase quelque peu énigmatique et que je livre à votre discussion. Voilà, je le cite et franchement, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est très, très compliqué. Qui parle, quand il s'agit du sujet de l'inconscient, par quoi la place de l'interdit qu'est l'intradit entre deux sujets est celle-là même où se divise la transparence. Alors, la complexité de la parole montre à l'évidence que dès que l'on parle, on en dit toujours plus que ce que l'on croit. On parle toujours dans le malentendu. C'est même ce qui fait le sel de l'échange. À part dans le monde de la communication où le côté question-réponse tend à fermer la possibilité d'un dialogue, le mythe supposé de la transparence vole en éclats. Si je reprends la définition du dictionnaire, au terme transparence, on trouve qualité de ce qui laisse paraître la réalité tout entière.
La psychanalyse enseignant qu'il n'y a de réalité que psychique, c'est-à-dire habillée du fantasme, cette définition ne peut qu'éliminer cette notion de transparence de la parole. Comme la lumière a besoin de l'ombre pour exister, la parole a besoin d'une certaine opacité. Le discours psychotique, qui justement veut dire la vérité tout entière, a recours au délire qui, bien que n'étant pas partageable, montre à chacun ses zones d'ombre. Jean Houry, dans sa préface au livre de Claude Raban, Métamorphose de la mélancolie, montre admirablement comment un texte peut contribuer à empêcher de glisser vers tout ce qui va de soi, cette cavale contemporaine des gens qui savent. Ce livre, qui a des références multiples, démonte les certitudes et parle du réel, qui, en bon empêcheur de tourner en rond, s'insinue dans la trame du discours pour brouiller cette vérité toute faite et faire apparaître ce chaos aux ordres du ça. L'inconscient est vivant et soumis aux influences du monde extérieur. Comme le dit Raban, il est donc sujet à métamorphose. La cure analytique, en permettant que le souvenir, à entendre en deux mots, émerge et se revisite autrement, métamorphose l'histoire de celui qui vient au départ, bien souvent pour moins souffrir, et qui apprendra à ses dépens que son acte lui revient. C'est la position éthique du psychanalyste de maintenir ouvertes les questions de l'analysant et de l'accompagner dans sa recherche. On est loin de la dualité entre deux personnes, et le livre de Guy Le Goffet, Anatomie de la troisième personne, creuse la différence entre la personne de l'analyste, le bonhomme pourrait-on dire, et la place qu'il occupe comme lieu d'altérité pour l'analysant. Ainsi, dit-il, l'importance de maintenir un minimum d'étrangeté, de non-appartenance à soi-même, un quelque chose qui ne passe pas dans la moulinette représentative. On appellera ça l'homme, la nature, le sujet, la trace, le désir, la volonté générale, le refoulement originel, le réel, peu importe au fond. Ici même, dans la mesure où chacun de ces mots vaut plus pour sa capacité de renvoi au discours qui le soutient que par l'impossible visée d'un objet qui lui serait propre, puisqu'il ne s'agit que de désigner ce qui ne répondra pas à l'appel de la représentation, ce qui ne viendra pas se faire représenter dans le représentant. C'est ce lieu de l'analyse exceptionnel, hors temps, qui se nourrit pourtant du quotidien de chaque analysant et qui, par l'association libre, donne accès à la répétition. Il va revisiter son histoire à l'aune de l'inconscient à l'œuvre et de cette opacité qui l'encombre. Quid de la transparence dans ce travail analytique qui révèle l'opacité liée au sexuel et aux désirs inconscients. Cette présence du réel, les psychanalystes doivent en laisser filtrer quelque chose dans le monde. C'est une façon de se situer par rapport aux politiques. Les analysants qui ont pu, grâce à leur travail analytique, en saisir quelque chose, sont également pour beaucoup dans la reconnaissance de l'intérêt de la psychanalyse dans notre société. Bien sûr, ça n'est pas en investissant les plateaux de télévision en ayant l'air d'avoir un avis sur tout. Le côté déplorable, que l'on a vu encore dernièrement sur l'affaire du mariage homosexuel, et qui a donné nécessité à ce qu'une pétition circule pour dire haut et fort que les psychanalystes ne sont pas là pour prédire ce qu'il advient dans les transformations de la société, n'est pas l'angle par laquelle la psychanalyse a à œuvrer. La psychanalyse, qui a comme objet cet objet intime, cette virtualité d'une faille ouverte dans l'être, n'est-elle pas la limite qui permet de rester relié à la communauté humaine, au sens où Hannah Arendt parle des conditions pour vivre ensemble. Ce respect du privé, cette frontière entre privé et public, est une condition essentielle au maintien de la vie à plusieurs et ainsi pouvoir fonder du collectif qui ne soit ni du communautaire ni du regroupement de masse. La folie est une limite à cette possibilité et c'est pourquoi elle nous concerne tous. Pratique de la folie, association à laquelle j'ai participé pendant une dizaine d'années, a essayé d'aborder, en faisant se confronter différents discours, le malaise de la civilisation face à la folie. La folie, qui est cet insupportable reste, qui fait signe de l'irréductibilité de tout sujet.
Lucien Bonafé disait qu'une société se mesure à la place qu'elle donne à la folie. Franck Chaumont, dans son texte « Comment survivre à notre folie », fait entendre toute la difficulté de lui accorder place. C'est dans la mesure où la folie est le réel du lien social, son point de catastrophe, que logiquement, le transfert qu'elle induit oscille entre deux pôles de retrait, le retrait ou la confusion, la mise à distance ou la communauté de sens. Nous percevons bien alors que nous sommes dans le domaine de l'intime, et c'est au cœur de la parole que cet intime réside. Faire fi de l'intime, c'est ce qui semble se faire jour, avec cette notion de plus en plus usitée de transparence. Pour aller à contrario de la transparence qui semble ignorer l'intimité, l'antidote à l'effraction de l'intime est le secret. Cependant, il existe un espace intermédiaire à distinguer de l'intime et qui est le domaine du privé. C'est là que la dimension politique de la psychanalyse peut et doit s'exercer. Elle a à défendre cette frontière entre privé et public, qui en protégeant l'intimité, laisse place à la singularité. L'opacité propre à l'humain a toute sa raison d'être, car en le protégeant de l'intersubjectivité, elle permet de faire apparaître le symbole d'une absence. Ainsi, ce qui est caché n'est jamais que ce qui manque à sa place. Privé-public, la frontière toujours plus grignotée par l'impudeur liée au déballage de l'intimité est dans un équilibre précaire, car la civilisation qui a toute son importance dans la civilisation des pulsions peut aussi entraîner des dérives. Cet état de fait crée une pente toujours plus vertigineuse avec plus ou moins le consentement de chacun. Si l'on repart de l'entrée dans le monde de l'infance, l'aliénation et la séparation cohabitent de concert, car c'est sur le désir de l'autre primordial que cette infance va pouvoir accéder au monde de la demande et du désir. Freud, quand il a écrit sur les théories sexuelles infantiles, a montré combien il était déterminant que joue pour la pensée de l'enfant la découverte du mensonge présent dans la réponse parentale à la question sur l'origine. Cette découverte conduit l'enfant à une première découverte fondamentale qui lui permettra de se structurer. La possibilité de pouvoir lui-même mentir, c'est-à-dire de pouvoir cacher à l'autre et aux autres une partie de ses pensées. Énoncer un mensonge, c'est énoncer une pensée dont on sait qu'elle est la négation d'une autre pensée qu'on garde secrète. Cela porte le premier coup à la croyance en la toute-puissance parentale. Ainsi, l'illusion de la fusion des espaces corporels lui assure une séparation. Il est en son pouvoir d'opposer une limite à la force d'effraction du désir maternel. Il peut ainsi créer des objets, des pensées, qu'il peut être seul à connaître et sur lesquels il nie à l'autre tout droit de regard. Énoncer un mensonge, c'est énoncer une pensée dont on sait qu'elle est la négation d'une autre pensée qu'on peut garder secrète. Cela porte le premier coup à la croyance en la toute-puissance parentale. Ainsi, l'illusion de la fusion des espaces corporels lui assure une séparation. Il est en son pouvoir d'opposer une limite à la force d'effraction du désir maternel. Il peut ainsi créer des objets, des pensées qu'il peut être seul à connaître et sur lesquels il nie à l'autre tout droit de regard. Ne pas être transparent pour l'autre va être un lent processus de maturation dont je ne vais pas ici déplier le cheminement. En tout cas, des traces demeurent qui, en permettant à l'enfant de se développer, laissent un manque inhérent à cette opération d'aliénation-séparation, mais qui le font entrer dans le monde du langage. Certains ne veulent ou ne peuvent s'y soumettre. Et je me souviens de ma rencontre avec Aurore, une très jolie petite fille avec de grands yeux, et du trouble qu'elle a créé chez moi, car j'étais transparente à ses yeux. Les choses étaient de mon côté, j'avais tout à fait le sentiment de n'avoir aucune existence pour elle. Au bout de longues années, elle m'a accordé un premier regard habité qui m'a émue, et des liens se sont tissés entre elle et moi, et la confiance qu'elle a manifestée à mon égard et à celui d'équipe soignante a permis une ouverture au monde. Ce monde dans lequel nous vivons, dangereux pour cette petite fille,
signe une grande sensibilité et un refus premier à cette violence inhérente à l'humain, à laquelle l'enfant doit s'arracher pour pouvoir exister. Tout au long de la vie, cette violence des pulsions est à civiliser pour créer du lien avec les autres et ne pas être pris en permanence dans les raies de l'autre. Les glissements de la langue, parfois minimes, parfois orchestrés avec une volonté de contrôler les pensées intimes de chacun, induisent de façon insidieuse un rétrécissement de la pensée critique. Ainsi, dans la fiction de George Orwell, 1984, publiée en 1949, celui-ci imagine ce que notre monde pourrait devenir si la visée ultime du pouvoir totalitaire créait ce qu'il nomme une novlangue. Ce vocabulaire était construit de telle sorte qu'il pouvait fournir une expression exacte et souvent très nuancée aux idées qu'un membre du parti pouvait à juste titre communiquer. Mais il excluait toutes les autres idées et même la possibilité d'y arriver par des méthodes indirectes. Orwell avait compris qu'un des moyens pouvant définitivement faire de l'homme un robot parlant, consistant à rendre, sinon impossible, tout au moins sans objet et sans plaisir, toute pensée secrète. Ce n'est qu'à cette condition que les sujets pourraient se plier à l'ordre d'un tout-dire devenu acceptable parce qu'il a comme présupposé la substitution d'une simple activité de répétition et de mémorisation automatique à ce qui était activité de pensée et création d'idées. Oui. Alors, Victor Klemperer, dans son livre sur la LTI, c'est Lingui Tertii Imperii, c'est du latin, je ne sais pas latinisme, a créé donc ce concept de novlangue et a montré que ces glissements qui entrent par la petite porte, en faisant s'amputer de leur plein gré un certain nombre de sujets parlants, risquent cette prise en masse. Dans son journal personnel, commencé avant 1933, il note toutes les manipulations des nazis sur la langue allemande. Cette langue, il la nomme la LTI. Ce livre parut à Dresde en 1947. LTI, langue du Troisième Reich. Les nazis ne se sont pas privés pour inventer des mots à même de servir leur propagande. Par exemple, le préfixe Volk, le peuple, ils l'employaient parce qu'ils voulaient donner l'impression qu'ils servaient le peuple. Ils employaient également un vocabulaire organique pour décrire la société comme un ensemble vivant. Klemperer souligne dans ses carnets toutes les possibilités d'asservir la langue pour manipuler les masses. Il a tenu un journal tout au long de sa vie et la partie qui, comme la période nazie, a été publiée avant d'être traduite en français en 2000. Je vous signale un petit film documentaire qui existe de Stan Neumann qui a été tourné en 2004 et qui s'appelle La langue ne ment pas. Bon, à la suite, Éric Hazan a écrit la LQR, c'est Lingua Quintae Respublica, la langue de la Ve République. C'est une langue non utilisée par le peuple, mais déversée de manière constante par la publicité et les médias. C'est paru en 2006. Je vous donne quelques petits exemples. Couche sociale pour classe sociale, ensemble pour émancipation ou insurrection, problème pour question, solution pour proposition, élite pour responsable, divertissement pour abrutissement, émeute pour révolte, exclusion pour exploitation ou oppression, partenaires sociaux pour organisation syndicale ou patronale, équité pour égalité, flexibilité pour précarité, dommage collatéral pour crime de guerre, terrorisme pour résistance, pays émergent pour tiers-monde. Je vous conseille également le livre de Serge Hafner, Histoire d'un Allemand, qui n'a été publié qu'après sa mort. Ce journal, écrit entre 1928 et 1933, montre le glissement minime, mais exercé jour après jour sur chaque Allemand, qui conduisit à la nazification d'une très large part de la population. En brouillant la possibilité de pensée individuelle et en annulant l'esprit de résistance, elle a conduit aux horreurs de la dernière guerre mondiale. Il montre comment tout secret devient peu à peu obsolète, car la lutte pour garder son jardin secret est battue en brèche par la pression dominante.
Sans pour autant être dans un régime fasciste, une poussée s'exerce à l'heure actuelle pour ériger en diktat l'étalage de la vie privée. La norme change. J'emploie ce mot à dessein car elle a une influence sur la façon dont ce qui était pudiquement caché s'abrase. Mais il convient de différencier ce qu'il en est de ce partage vie privée, vie publique, et cette notion de secret. Car il y a secret et secret. Il est des secrets qui protègent et des secrets qui enferment, empêchant que le mouvement de la vie reste fluide. C'est les bien connus secrets de famille, ceux dont on dit qu'il y a toujours un cadavre dans le placard. Inceste, bâtard, pères inconnus, abandon, suicide, meurtre, collaboration avec l'ennemi pendant les guerres, trahison, etc. Les dénis à l'œuvre sont tenaces et renâclent à bouger. Je pense au film Festen, remarquablement mis en scène et qui montre ce qu'une famille qui ne veut ni voir ni entendre le viol pendant des années d'un petit garçon par son père déploie comme stratégie pour rester sourd et aveugle et ne pas chambouler l'équilibre de ce château de cartes qui tient sur le déni. Sans aller si loin, le déni est le concept le plus largement partagé car il occulte ce qui risque de faire souffrir. Vouloir savoir de quelle pâte on est fait, c'est la proposition scandaleuse que Freud a inventée avec la psychanalyse. Dans notre société contemporaine, où la marchandisation est reine, pourrait bien, comme l'a dit Lacan quand il a parlé du discours du capitalisme, sonner la fin de la psychanalyse. À nous, psychanalystes, de faire en sorte que la politique de la psychanalyse ne reste pas enfermée dans des chapelles. Merci Véronique pour cet exposé très riche. Très riche. Est-ce que j'en dis deux mots comme ça, et puis on va essayer de débattre de deux, trois questions qui, j'espère, se posent à partir de ce que tu as dit. En tout cas, moi j'en ai une de poser. Puisque ce qui m'a intéressé dans ton parcours, c'est la façon dont tu y impliques la littérature, la subjectivité bien sûr, la psychanalyse, la littérature, mais pas seulement, la politique, la dimension du politique, que je trouve est évidemment convoquée par cette question du secret, de la transparence. Ô combien. C'est même, je dirais, comment dire, un air quasiment inévitable. Alors, je voulais te poser la question parce que tu as abordé quelque chose que je trouve vraiment intéressant, qui est le désir de transparence d'un sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse, finalement, un sujet, je repense à Rousseau, dont tu as parlé, à se vouloir transparent pour l'autre, et qu'est-ce qui, dans cet appel, dans cette posture, on pourrait dire, subjective, qu'est-ce qui est en jeu inconsciemment, d'après toi? Voilà, est-ce que, je sais pas, je te pose la question. Si tu y as réfléchi. Oui. Oui, voilà. C'est la première question que je te pose. Donc, tu me reformules. Qu'est-ce qui, parce que la position de Rousseau, et c'est vrai, est comment dire, très particulière, très singulière, puisque ça marque toute sa littérature et toute sa construction du contrat social, finalement. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet, qu'est-ce qui est cherché ou qu'est-ce qui est visé pour un sujet dans ce désir d'être transparent pour l'autre? C'est ça qui me... Parce qu'on parle de l'autre intrusif, mais c'est vrai que là, tu l'as abordé du côté inverse, c'est-à-dire de la demande du sujet lui-même d'être transparent pour l'autre. Et ça, je trouve que c'est une chose un peu inédite, voilà. Tu as retourné la question à un moment donné. Je ne dis pas que tu as fait ça, mais je trouve ça vraiment important. Oui, c'est à partir de Rousseau, en effet, où l'envie de dire sa vérité à l'autre pour qu'il vous aime, au fond. Pour qu'il vous aime. Va enclencher le retour inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir sa vérité, on va voir que l'obscénité de cette vérité qui ne peut qu'être masquée, au fond, qui va se retourner contre lui. C'est-à-dire que sans le voile du fantasme, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a du rejet. Voilà, en quelque sorte. Sans le voile du fantasme, en fait, il y a du rejet.
C'est-à-dire que cette tentative de se faire aimer à travers le fait de se faire transparent pour l'autre, c'est ça, hein, finalement, échoue. Je trouve que c'est vraiment important ça. Parce que finalement, c'est comme s'il répondait à une demande de l'autre, laisse-toi voir. Hein, laisse-toi voir. Comme c'est pas le laisse-toi nourrir mon enfant, mais laisse-toi voir mon enfant et voilà, et je vais t'aimer. Hein, en gros. Donc c'est combler l'autre. C'est chercher à combler l'autre via le fait de se faire transparent. C'est comme dans la folie, au fond. Le fou, il veut dire la vérité. Voilà. Il a envie. Et du coup, en effet, il y a une étrangeté qui revient à chacun, qui questionne chacun, mais qui au fond, est insupportable. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui éclate dans ce voile qui doit rester un petit peu, non pas opaque, mais un peu... enfin, il y a quelque chose d'un retranchement du sujet, justement, que le psychotique ne peut tenir. Hein. C'est pourquoi il a recours en permanence à cette expression tout entière dans le délire de la vérité, etc. Enfin, je trouve important ça, cette question-là, puisque c'est le voile même. Enfin, si le voile chute, le désir chute. Il y a quelque chose qui tombe, hein, en gros. Et c'est là que se produit une forme de rejet, dans ce que tu dis. Par rapport à Rousseau, c'est clair. Bon, après, il y aurait beaucoup à dire sur le fait qu'il ait pu quand même tenir son œuvre, enfin, c'est-à-dire qu'il ait pu quand même faire œuvre avec cette posture limite. Enfin, moi, je trouve que c'est un cas limite, Rousseau, qui est tout à fait passionnant pour ça, d'ailleurs. Hein. Voilà, puisque quand même, on pourrait le mettre du côté de la psychose, hein, quelque chose qui est quand même très très beau. Certains le mettent. Certains le mettent du côté de la psychose. C'est un poète, quoi. Voilà. C'est une autre. Enfin, on pourrait en reparler dans un autre contexte. Bon, alors, après, j'avais envie de te questionner. Oui. Ah oui, voilà. Sur cette différence que tu as pointée entre l'intime et le privé. Je trouve aussi important à discuter. Voilà, si tu peux en dire un peu plus sur ce qui pour toi fait la différence. Oui. Bah, c'était une question qu'on avait beaucoup travaillé à Pratique de la folie, hein, l'association dont j'ai parlé un tout petit peu. Hein, c'est justement que entre l'intime et le privé, il y a une nuance. C'est-à-dire que l'intime, c'est tout ce qui fait l'intime le plus profond du sujet, et tout ce qui est du privé est ce qui ne doit regarder que celui qui le tient, mais qui n'est pas forcément complètement inconscient, qui est d'un registre qui doit délimiter ce qu'il est de la sphère publique et de la sphère privée. Et je trouve que c'est quand même là qu'il y a peut-être quelque chose à jouer, parce qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle. Chacun veut étaler, dire, il faut que ce soit dans les scandales politiques, alors soyons transparents. Enfin, moi, depuis que je travaille ce texte, je suis étonnée parce que j'entends le terme de transparence à la télévision 40 fois par jour. Je me dis, Isabelle, elle a tapé juste dans le lit, quoi. Il y a vraiment quelque chose à l'heure actuelle qui est une montée en puissance, de vouloir tout dire sur tout, sur chacun, qui est assez terrible, quoi. Qui est assez terrifiant et qui laisse pas tellement d'échappatoire, quoi, d'une violence qui risque de déraper, quoi. Il y a quelque chose d'assez terrible au niveau vie sociale, quoi. Mais il semblerait que ce soit d'ailleurs quasiment passé dans les discours à tel point que cette injonction, parce que quand même c'en est une, hein, l'injonction de la transparence, et de l'ordre quasiment du consentement. Hein, oui. Tout le monde s'y prête. Tout le monde s'y prête finalement. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme s'il y avait eu de façon douce, soft, on pourrait dire, insidieuse et pénétrante, cette idée-là, cette notion-là, cette idéologie-là, parce que c'est quand même cet ordre-là, consentie du coup à force, hein, par le plus grand nombre, pas par tous, bien sûr, heureusement, mais par le plus grand nombre. C'est tout à fait admis. Hein. Dans les entreprises, je veux dire, le maître mot maintenant, c'est la transparence. Enfin, je veux dire, voilà. Tout le monde doit s'y soumettre, enfin, s'y rallier, je dirais. Voilà, il y a un ralliement. Voilà, en fait, je dirais que
ce qui est derrière cette notion de ralliement, c'est une forme de soumission. Et celui qui ne s'y plie pas, je veux dire, qui continue d'avoir ses secrets, je dirais, hein, est soupçonnable, automatiquement. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est, comment dire, mais même médiatiquement, on voit ça. J'ai dans la tête bon, c'est tout à fait anecdotique, mais quand même symptomatique. Je pense qu'il y a quelques années, une interview de Vanessa Paradis sur un plateau, je ne sais, je crois que c'était avec Ardisson, quelque chose comme ça, où comment dire, elle a tout le temps milité pour comment dire, sa vie privée, et qu'elle était taxée quasiment de ringarde. C'est-à-dire qu'elle était épinglée pour ça. Voilà. C'était vraiment, bon, c'est un exemple, comment dire, bête, mais elle cherchait à se protéger par tous les mots, mais elle était, non mais, comment dire, elle luttait vraiment, et elle passait en plus pour, je dirais, une petite chose, entre guillemets, c'est-à-dire comment, comme si d'ailleurs, elle le devait. C'est-à-dire que, oui, elle le devait. Et elle le devait d'autant plus, j'y pense maintenant, qu'ayant été, comment dire, baby starisée, voilà, qu'elle a été connue très jeune, c'est comme si du coup, elle était l'enfant de la télé, l'enfant des médias, et que du coup, on la mette sous les feux des projecteurs de façon, je dirais, très fin. Voilà, comme si elle faisait partie de la famille, et, voilà, et que du coup, c'est intéressant pour elle, parce qu'elle a réussi, je trouve, justement, hein, à assurer une voie, à s'assurer une voie, et une évolution, et un développement, et une richesse de carrière qui est quand même hors du commun, enfin, je trouve, personnellement. Voilà. Je trouve, enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une intériorisation à l'insu de chacun. Voilà. Hein, voilà. Il y a une abrasion de la langue qui fait, enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec l'empereur et tout ça, c'est que à l'insu de chacun, quoi, il y a quelque chose qui bouge, qui s'abrase. On le voit bien même dans les services publics, où maintenant tout est en sigle, on dit l'ASE, on dit plus les mots en entier, voilà, ça devient, il y a quelque chose qu'on a intériorisé presque. Enfin, et voilà. Bon, nous, évidemment, on lutte contre ça, parce qu'on est bien au courant, mais il y a quelque chose qui est à l'œuvre, c'est ça. Est-ce que je peux poser? Oui. Écoute, il y a quelque chose qui me paraît important à distancier. Je voudrais savoir certainement comment un peu tu le fais. Puisque le mensonge d'enfant et un mensonge d'un homme d'État, on ne peut pas les mettre du tout dans le même niveau. Et la transparence demandée aux hommes politiques par les contribuables, par exemple, est complètement autre chose que lorsque le grand hôte parental demande à un enfant d'être transparent. Absolument. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde ces deux niveaux. Après, bon, chacun son opinion, mais un adulte qui ment n'est pas du tout la même chose qu'un enfant que le mensonge. Oui, bien sûr. Je sais pas, j'ai pas eu le sentiment de le dire peut comme ça. Non, mais je pense oui, il faut le redire, oui, tu as raison. Pas qu'il y ait de confusion, absolument. De condamner cette transparence, soi-disant, qui est dans les journaux pour répondre aux hommes politiques ou je ne sais pas qui. Ça, c'est après, chacun pense ce qu'il veut de ça, mais cette transparence, comme disait Ruben, il va le dire peut-être mieux que moi, elle cache quand même encore un recul vers la Suisse plus profond. Tu as raison. C'est juste pour jeter un peu, ne pas rendre compte de son travail à ceux ce qui est la moindre des choses. Bien sûr. On occupe une certaine position. Donc, tout à fait. C'est pas du même registre, bien sûr. Pas du tout, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Et puis après, ce que tu dis, Isabelle, sur cette chanteuse, je pense que là, il y a un jeu quand même qui est la vie privée. Rien n'est plus connu sur la place de Paris que la vie des chanteurs qui font tout pour attirer l'œil sur eux et après pour dire « Ah ben non, vous intrusez ». Oui, enfin, oui. Bon, c'est pas aussi simple que ça.
non, j'insiste, non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a un jeu, ok, mais là aussi, il y a des limites. On ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas. Et ceux qui veulent les maintenir sont taxés d'hystérique, enfin, ou de, je sais pas quoi, ou de jouant pas le jeu, justement. Voilà. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous ne jouez pas le jeu. Comme s'ils devaient ce jeu. Bon, et moi je trouve qu'il n'y a pas de raison, qu'il y a une limite aussi là, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas non plus bordé. Voilà, si tu veux. Alors moi c'est la réponse que je fais quand même. C'est-à-dire que, ok, il y a du jeu, mais on ne voit pas pourquoi, au nom de ce jeu, on demanderait sans arrêt à cette personne médiatisée d'être d'être filmée nue dans sa baignoire. Enfin, je veux dire, voilà, il y a aussi des limites, il y a pas de raison. Maintenant, je pointe ça quand même. Et par rapport à cette histoire de transparence de l'homme politique, que tu pointes là, pour moi, à juste titre, hein, il y a aussi une dérive qui vient de là, qui est rendre des comptes et rendre des comptes. C'est-à-dire qu'il y a à rendre des comptes sur l'exercice du politique, hein, sur la responsabilité, sur le statut, enfin voilà, sur la responsabilité. Bon. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire justement cette vie privée du politique, au nom du fait qu'il va rendre des comptes, parce qu'il y a aussi ça qui est pris dedans, est une dérive. C'est-à-dire que, ok, on doit rendre des comptes, mais on doit rendre des comptes, par exemple, on ne dit pas de rendre des comptes, si tu veux, mais que c'est aussi pris, bien souvent, dans la vie privée. C'est-à-dire que ça dérape aussi du côté du privé. Hein. On l'a vu avec Clinton, je veux dire, on l'a vu avec l'affaire Lewinsky, enfin, la première affaire qui tout d'un coup explose, où il y a cette confusion entre l'exercice du président et la vie privée du président. Enfin, c'est pas la même chose. Voilà. Or, on l'a pris exactement dans le même bain, si je peux dire, la même chose. Voilà, ça commence là. Hein. C'est-à-dire que l'affaire Clinton est quand même, pour moi, une première mondiale, si on peut dire, puisqu'il faut se rappeler du Justard à l'époque. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant ce qui s'est passé à ce moment-là, mais étonnant, mais qui a fait école, puisque c'est à partir de là que, c'est devenu, tout à fait comme si on avait accès après à l'alcôve systématiquement de tous les hommes d'État, enfin, finalement, depuis. Hein, il y a quand même eu Mitterrand avec sa double vie, tout ça. Oui, c'est ça, mais ça, oui, voilà. C'est-à-dire qu'après, il y a eu, et puis Mitterrand, avec, voilà. Là, on est en plein dans le thème de la transparence, puisque non seulement c'est l'alcôve, bon, mais c'est pas seulement l'alcôve. Après, ça devient publiquement le corps lui-même qui est pris dans la cible. C'est-à-dire que, souvenez-vous, il y avait eu des radios publiées, je pense, sur la maladie de Mitterrand. C'est-à-dire le corps était pris aussi dans l'affaire, dans cette affaire de transparence. Comme si justement l'autre donnait des comptes jusque-là. C'est-à-dire qu'il devait montrer, enfin, on lui demandait de produire non pas seulement son bulletin de santé, mais on voulait voir les radios. La tumeur, enfin, voilà. Hein, bon, c'est quand même très. Enfin, voilà, c'était ça. Donc, je trouve que là aussi, quelque chose était inaugural, quand même, à partir de Mitterrand aussi, de l'intérieur du corps. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va dedans. Moi, je reprends là, juste une seconde, parce qu'on avait invité Jean-Claude Milner, justement, qui avait, à partir de son livre Clarté de tout, qui est quand même un titre hautement, qui résonne avec mon sujet, justement, mais il avait très bien dit que la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on n'était plus en train de braquer la lorgnette sur la lune, que ça ne m'intéressait plus beaucoup, mais qu'on était complètement retourné sur la lorgnette, du cérébral. C'est-à-dire que tout d'un coup, aller sur la lune n'était plus du tout ce qui faisait rêver, mais qu'on était braqué sur le neuronal, qu'on était complètement là-dedans. Bon, voilà. Et ça, c'était intéressant, parce que c'est vrai que tout d'un coup, il faisait apercevoir quelque chose d'un changement, d'une bascule d'intérêt, enfin, d'un changement de polarité, voilà, et où, en effet, on voit bien ça, puisque la transparence touche complètement cette affaire de scanner, d'IRM, d'aller y voir
hein, comme si on allait attraper, finalement, arriver à mettre un mot, enfin, le fin mot de l'histoire, sur ce que c'est que la subjectivité, finalement. Qu'est-ce que, voilà, sur le psychique, enfin, bon, hein, voilà, c'est important parce qu'on sait maintenant, c'est devenu quand même public, que la googlisation du social, parce qu'on est aussi là-dedans, et c'est devenu, comment dire, pour reprendre ce qu'on dit tout à l'heure, c'est consenti. Hein, on va aller, comment dire, on googlise, on va taper les noms, enfin on fait ça. Bon, moi je le fais tous les jours, hein. Mais, oui, je le fais tous les jours, voilà. Et voilà, je le fais, et j'ai dit, mais j'ai besoin de le faire. Enfin, voilà. Alors que, hein, c'est vrai que ça pose question, cette chose, mais qu'on sait, c'est là où je veux en venir, c'est que Google et le programme NBIC, je le dis à chaque fois, mais je le répète, c'est-à-dire NBIC, c'est neuro, informatique, biologie, computer, etc. Donc, ce nouveau programme de recherche en ce qui concerne les sciences cognitives, comportementalistes, pardon. Le C, c'est les comportementalistes, qui vient des États-Unis et qui reçoit un soutien financier du gouvernement non négligeable, hein, quand même ça se joue à des milliards d'euros. Eh bien, c'est la base de toutes ces recherches, c'est quand même sur le site Google, hein, c'est-à-dire que tout ça marche ensemble, en fait. Donc, il y a quelque chose là qui est intéressant, hein, puisque ça fait fonctionner, comment dire, cette idéologie-là à plein, avec bon, toutes les dérives du côté du transhumanisme, hein, voilà, dont on commence quand même à prendre conscience. Hein, je renvoie là au film de Arte, Un monde. Qu'est-ce que c'était ce film? Un nom sans humain, hein, voilà, un monde sans humain. Qui est intéressant parce que c'est un documentaire qui montre que, voilà, avec les implants, comment dire, ce relais assuré par la machine, et voilà, c'est toute l'idéal idéologique de l'homme augmenté. L'homme augmenté. Voilà. Bref, bon. Et ça c'est important parce que on y est. Enfin, c'est parce que tu disais, Véronique, qu'on était dans cette chose-là, qu'on s'était intégré, en effet, et qu'on y est, quoi. Que voilà. Moi, je dirais même que le fait de taper Google régulièrement, quotidiennement, et d'aller y voir sur le curriculum du passé de quelqu'un, ou bon, et voilà, nous met quand même de ce côté-là, hein, mine de rien. Même si c'est soft, enfin, je veux dire, voilà. Bref, d'autres réflexions. Deux remarques rapidement. Oui. D'abord, le terme de transparence a quand même cette ambivalence, je trouve tout à fait remarquable, que d'une part, on peut dire la transparence de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opacité, oui. C'est-à-dire qu'on peut le voir, et en même temps, la transparence, c'est là où on ne voit plus. Oui. Oui. C'est là où un sujet transparent est un sujet qui disparaît. C'est ça. Et là, il y a quand même une ambivalence intéressante. Oui. Dans le terme. Alors maintenant, par rapport à ce que je viens de dire, à Google et au secret aboli, hein, enfin, imaginairement. Parce imaginairement, où tout est dans la place publique. En ce qui nous concerne, nous psychanalystes, hein, on disait à une époque, on le dit encore de moins en moins, hein, que l'analysant doit en savoir le moins possible sur son analyste. Ben là, c'est raté. Hein, je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir en premier entretien, oui. Qui savent sur moi des choses absolument extraordinaires. C'est ça, c'est pour le dire. J'avais jamais tapé mon nom sur Google, je l'ai fait, j'étais sidéré. En première instance, il y a une définition qui me représente, ma foi, pas mal faite du tout, mais je me demande d'où elle tombe. C'est pas moi qui l'y ai mise. Et alors, ce qui est amusant, une dernière remarque, c'est qu'il n'est pas impossible que Google aussi ait de l'inconscient. Ouais, parce qu'il y a peu de temps, une analysante me dit « J'ai vu que vous avez fait des publications très importantes en astronomie. Je n'ai jamais fait de publication en astronomie. Par contre, entre l'âge de 7 ans et 15 ans, mon immense rêve était de devenir astronome. Mais ça, c'est que, ça a été un moment de rêve d'une époque qui, comme ça, revient dans le discours d'une de mes analysantes qui l'aurait vu sur la toile. Quand même, voilà, comme si Google aussi avait de l'inconscient.
attention. Ah ouais, c'est pas mal. C'est passé juste là pour vous gueuler un peu. C'est très joli ton anecdote, je te remercie. Voilà, au moins ça me fait rire. C'est pas mal. Ok, bien, merci. D'autres remarques? Rouben, non? D'accord. Ah, c'est pas Moi, juste une oui, remarque rapide. En fait, je trouve vraiment très passionnante cette intervention et ça m'a évoqué immédiatement cet article de Pierre Olani qui s'appelle Le droit au secret comme condition de pouvoir penser. Très simplement, enfin, ça fait partie de nos références, on a travaillé ça avec la psychose. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est que, et c'est une chose qui est moins apparue là, dans la discussion qu'on a eue, mais c'est l'articulation qu'il y a entre la question. Alors, l'article parle de cas de psychose. Et donc, elle propose des directions pures, en fait, avec les psychotiques. En disant qu'en quelque sorte, il faut donner. Alors, il faut permettre aux patients d'avoir du plaisir à penser des pensées, avant même que les pensées soient précisées. Et donc, ça va de pair avec la capacité à en garder certaines pour lui-même. Et que ça n'est qu'à cette condition-là, donc de refuser la transparence, d'être à ciel ouvert, d'être lu comme ça totalement, qu'à ce moment-là, quelque chose, une pensée, enfin même une possibilité de penser se met en place. Encore en amont de la pensée, mais de la possibilité de penser. Et donc, pour aller dans le sens de cette tendance actuelle, qui va du côté de la transparence absolue, comme vous avez évoqué toutes les 9 langues, cette façon justement de faire la lumière du point de vue politique, en imposant un vocabulaire, eh bien, ça va tout à fait dans le sens d'empêcher la pensée. Je trouve que c'était, ça résonne tout à fait. Oui. Ou de l'empêcher, parce que, comme tu dis, je pense que c'est important de faire la réflexion, parce que c'est du côté de pouvoir presque se supporter pensant. C'est-à-dire d'aimer, de se familiariser avec le monde de ses pensées, à soi. Hein, et de pouvoir les dégoûter, c'est ce que je disais, c'est de pouvoir en avoir pour soi, hein, sans faire d'abord l'abri soi-même. Hein, voilà. Ça, c'est vrai, hein, c'est intéressant cette réflexion. Mais moi, je voulais aussi reprendre sur ce que disait Jean-Claude sur la transparence, parce qu'en effet, il y a transparence et transparence, parce que je reviens à cette petite fille qui était autiste, hein, probablement, et pour qui j'étais transparente. Et voilà, il y avait quelque chose où son regard me traversait. C'est-à-dire que là, vraiment, je n'existais pas pour elle. Il y avait quelque chose d'assez presque terrible, quoi. C'est-à-dire, voilà, quelque chose qui est... Voilà, je n'existe pas. Oui, mais ça fait écho à ce que tu disais, Jean-Claude. Oui, tout à fait. Cette transparence renvoie à une existence. Il n'y a plus ce qui te troublait. Toi, oui, bien sûr. Oui, je trouve que Véronique a très bien, comme ça, décrit tout un champ de dimensions, d'abord de langage même varié, c'est-à-dire des processus les plus intimes, les plus inconscients, aux phénomènes de langue qui traversent et la question de l'articulation avec la vie politique, publique et politique. Et il me semble que le terme de transparence est justement particulièrement intéressant et trompeur et ambigu à cet égard. Parce qu'en réalité, quand il y a une sorte d'ordre donné, général, s'appliquant d'évidence à tous de la transparence, ça veut dire immédiatement, me semble-t-il, honnêteté. Quelque chose de l'honnêteté. Oui. Précisément, ce qui est demandé à chaque personne et individu, c'est pour mieux cacher les malhonnêtetés d'argent les plus fracassantes de notre univers, probablement. En tout cas, ça va de pair. Et du coup, effectivement, c'est un terme qui me paraît être tout à fait un nœud qui organise en fait les rapports sociaux, mais qui en même sommes les individus et les personnes que nous sommes
chacun d'être comme ça, honnête et enfin, et équivalents les uns les autres. C'est-à-dire que c'est effectivement quelque chose, je trouve que la façon dont tu as situé les différentes strates dit bien quelque chose de ça. Et à quoi on est confronté qui est extrêmement compliqué, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on sent bien qu'en effet, tout cet appareillage comme ça, idéologique, politique, mondialisé, allons-y, mais enfin, somme, à un effet de sommation des individus à se dévoiler, et à s'écraser, et à dire, que le dire vient là remplace, faire une espèce de je sais pas comment on dit, enfin de chape, qui écrase précisément ce que tu appelles, et ce qu'on peut appeler effectivement l'intimité au sens du processus, en effet, de pensée, de ce qui est en soi, comme ça, on sent bien qu'il y a là quelque chose qui a des caractères à préserver. D'où mon titre, quoi, c'était que dire, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, pas mal. Oui, dernière remarque. Oui, je me demandais le rapport. Je pense qu'il y a des différences culturelles entre des zones comme ça, géographiques. Et je reviens un petit peu à l'histoire de Clinton. Moi, je pensais que la première histoire par rapport à la transparence aux États-Unis, je la situais plutôt du côté de Nixon. Parce qu'au fond, Nixon, il a été pris dans l'histoire de procédure de l'impeachment, je ne sais plus comment on disait, l'empêchement d'exercer. Il a été viré, en fait, pour dire rapidement. Non pas parce qu'il a fait mettre des micros dans le Watergate, mais parce qu'il a menti. Parce qu'il a dit non, j'ai pas fait ça. Et finalement, c'est ça qui s'est reproduit avec Clinton. C'est pas parce qu'il y a eu des gestes avec une employée, mais c'est parce qu'il a dit non, c'est pas vrai. Et en fait, on le cherchait pour savoir, on cherchait le mensonge. Et en effet, Clinton s'en est mieux sorti, peut-être parce que c'était plus récent, les mentalités avaient évolué, mais aussi parce que lui, il a devancé, il n'a pas persévéré, il n'a pas persisté dans son déni. Et donc il s'en est sorti comme ça, et voilà. Donc ça c'est une chose. Alors je sais pas, simplement ça touchait pas la même sphère. Je sais pas. C'était pas un mensonge qui recouvre. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas très bien. On peut en dire, on regarde la transparence, mais je pense qu'il y a quelque chose à voir du côté du mensonge, et pas du côté de la vérité, mais du côté du mensonge. De l'homme qui ment. Oui, de l'homme qui ment. Pour l'histoire des médias, je suis plus réservée. Et là aussi, je ne sais pas quelle conclusion en tirer, mais enfin, juste comme ça, pour poser une réflexion, qu'on prenne l'exemple de Vanessa Paradis. Le problème avec les médias, c'est que quand on dit des artistes devenus célèbres qu'ils ne jouent pas le jeu, en fait, c'est qu'ils ne jouent plus le jeu. Parce que si on prend l'exemple, le même exemple, on peut en prendre beaucoup d'autres, mais si on prend l'exemple de Vanessa Paradis, son papa était dans le showbiz et elle a été fabriquée par son père petite, qu'il a fait passer chez Jacques Martin, toute petite fille, on se souvient des images de cet enfant formidable, etc. Et qui avait décoré sa chambre, et patati patata. Donc je veux dire, il y a tout un truc qui a fait que les médias étaient invités facilement chez eux et qu'ils ont contribué à fabriquer Vanessa comme star. Alors après, effectivement, on se venge quand elle ne veut plus jouer le jeu de ceux qui t'a fait roi, etc. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qu'on peut également interroger. Et d'autre part, du point de vue des médias, tout ce qui est télé-réalité, reality show et compagnie, tout ça est beaucoup scénarisé. C'est pas la vraie histoire. Et la plupart du temps, ce sont des comédiens qui jouent. Par exemple, on récolte des histoires vraies, des histoires de nous, de vous, de moi, de tout un chacun, et puis on les travaille, on les élabore pour faire une bonne émission, pour faire un bon show, pour que ça soit bon, quoi, comme ils disent dans les médias. Donc, si le téléspectateur, comme vous et moi aussi de l'autre côté,
de cet écran qui n'est pas si transparent, enfin bon, de ce miroir en quelque sorte, s'identifient ou vivent ou se mettent en colère, enfin, par rapport à tout ça, s'ils ont un rapport à tout ça, dans la relation avec tout ça, c'est une relation avec quelque chose de fabriqué. C'est pas quelque chose, c'est pas une relation avec une transparence au sens où on l'entendrait, c'est-à-dire où quelqu'un, là, pour revenir à Rousseau, qui lui-même fait écho à Saint-Augustin, etc., se livre et dit son vrai, quoi, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, la transparence, je pense aussi que quand on en parle maintenant, elle a une sorte de... Elle est marquée, je ne dis pas que c'est son origine, mais je dis que ça fait partie de l'histoire du concept de la transparence, dans une certaine exigence d'universalisme. C'est-à-dire que je pense au mot catholique, universel. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé avec la catholicité au Moyen-Âge? Eh bien, on a eu des rois qui ont voulu qu'il y ait un seul peuple, une seule religion dans leur domaine, dans leur royaume. Et donc, ça a créé l'Inquisition. Et ça veut dire que déjà là, on a l'interdit d'avoir une vie, à la fois là, elles sont presque confondues, intime et privée. Et que c'est aussi là, sur un plan politique, que la distinction, alors radicale, entre la vie publique et la vie privée et ou la vie intime, s'est renforcée. Et là, c'est-à-dire qu'on est obligé de mentir, etc. Enfin là, effectivement, il faut une place, comme dit Véronique, si bien à l'opacité, à se garder soi-même. Mais je pense que là aussi, il y a quelque chose qui fait partie de l'histoire de la transparence. Moi, j'ai envie de dire que la transparence emprunte à l'Inquisition, est une nouvelle forme, un nouveau nom de l'Inquisition. Mais la différence, c'est qu'elle est intégrée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'inquisiteur, au sens où chacun est en train d'intégrer en soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion-là à son compte. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si on se devait de dire. Mais c'était intégré. C'était intégré à son compte dans la mesure où, au-delà de l'Inquisition... C'est un peu différent. C'est différent parce que l'époque est différente. Oui, mais ça bien sûr. S'interroger sur cette différence. Bien sûr, mais c'est ça l'histoire. C'est pour ça que je pense que c'est important de s'y référer. Cela dit, il n'y avait pas que les inquisiteurs. C'est-à-dire que c'était tellement intégré que le voisin dénonçait. Donc ça revient un petit peu à l'époque d'aujourd'hui, de ce point de vue-là. Oui, oui, oui. À ceci près que j'insiste sur la notion d'intégration du message ou de l'injonction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est consentant, comme je disais tout à l'heure. Pas tous, bien sûr, mais que la plupart du temps, on intègre. Mais celui qui dénonce, il est consentant. Celui qui dénonçait au Moyen-Âge, il était consentant. On est d'accord. Et il dénonçait tous. Bien. Ce que je voudrais dire, c'est que la façon dont on intègre ça, c'est les open space dans les entreprises. Oui. Il y a plus de mieux, tout est transparent, tout le monde voit l'autre. C'est vraiment intégré. Ben, c'est façon Orwell, hein. On est là-dedans. Enfin, l'idée qui emprunte, voilà, bien sûr. Je trouve aussi que ça renvoie à l'utilisation massive de Facebook et à ce qu'on entend. Moi, je reçois des adolescents et des jeunes adultes et qui donc sont 98% extrêmement utilisateurs de Facebook, qui parlent de choses extrêmement personnelles, intimes, et qui se retrouvent avec des questionnements sur les frontières de soi, de son intimité, de sa vie privée, de c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour, je suis amie avec machin qui connaît sur moi des choses que des gens plus proches ne connaissent pas. Enfin, et j'en suis à me demander jusqu'à quel point ça va parce que ça va pas s'arrêter, modifier quelque chose de la conception de soi et de l'autre. Et vraiment, je trouve que ça ouvre un champ de questionnement et peut-être d'inquiétude, peut-être pas seulement, parce qu'on voit aussi que ces jeunes adultes et ces adolescents reconstruisent eux-mêmes d'autres codes. Et voilà, donc il y a d'autres codes. Mais néanmoins,
ces codes sont encore fragiles et donc ça crée, je trouve, des détresses psychiques tout à fait particulières qu'on ne rencontrait pas il y a 10 ans. Je trouve que vraiment, ça à réfléchir. Il n'y a pas longtemps, il y avait un débat sur je ne sais quelle chaîne de télévision où était interrogé un des anciens directeurs de ce qu'avaient été les renseignements généraux. Et on l'interrogeait de façon un peu agressive sur le fichage individuel. Il dit mais on a laissé tomber le fichage, de toute façon quand on veut savoir quelque chose, on va sur Facebook. Sur Facebook, il y a toutes des informations qu'on n'aurait jamais osé ficher nous-mêmes. Le peuple se lit. Tu as raison, Isabelle, il n'y a plus besoin d'inquisiteurs. Ok, voilà, c'est dit. Bien, je propose, merci encore Véronique pour cet exposé qui ouvre, mais vraiment le sujet de façon impeccable. Vraiment, voilà, il y a tout. On peut du coup rayonner à partir de là sur plusieurs pistes, comme on vient de le faire d'ailleurs. Donc, on enchaîne avec Jean-Claude Daguerre. Et Jean-Claude, tu vas nous parler du secret de Polichinelle.